How dare you? Make our planet great again. Et si la révolution commençait dans notre potager? Et si notre jardin était aussi un lieu d'émancipation et de découverte politique, un objet politique, un refuge pour celles et ceux qui, décontenancés face à l'effondrement de la biodiversité, peuvent trouver un moyen d'agir individuellement et collectivement? On pense évidemment au Jardin des Vertus à Aubervilliers et Pantin en lutte contre la destruction de ces jardins ouvriers pour des travaux en vue des Jeux Olympiques de Paris. On pense aussi au Jardin de l'Engrenage à Dijon. Le potager, le jardin, c'est un lieu d'expérimentation écologique, un lieu d'émerveillement, un lieu où l'on peut semer la révolution, pour reprendre la formule de notre invité, Béné, avec qui on va discuter de la révolution du potager. La révolution du potager, manuel d'écologie individuelle et collective, c'est le titre de votre livre. Béné, bonjour. Bonjour Rémi Kenzo. Alors Béné, vous êtes une militante écologiste, féministe et libertaire, bretonne, très active sur les réseaux sociaux. J'ai envie de dire que vous êtes un petit peu une influenceuse de l'écologie. Personnellement, c'est sur Twitter et Instagram que je vous ai découvert. Et récemment, donc, vous avez publié ce livre avec les éditions La Plage. Il s'agit d'un très beau livre. J'étais super content de lire. Dans ce livre, il y a des conseils pratiques, des pistes d'action, des recettes, des conseils de jardinage. Mais c'est un livre aussi très politique. Et à chaque page, vous faites le lien entre le potager, le jardin, les fruits et les légumes, l'écologie et la politique. Vous allez bien, Béné? Oui, ça va, je vous remercie. Merci de poser la question. Alors, avoir son potager, c'est important? C'est important pour moi en tout cas. Et je pense que ça devrait être important pour le plus grand monde possible, puisque ça permet de se réapproprier son alimentation, de se réapproprier des méthodes de culture qui sont parfois oubliées. Donc oui, je pense que c'est important de cultiver, peu importe l'espace à sa disposition. Vous parlez de culture politique du potager. Oui, alors du coup c'est un objet politique aussi parce que ça permet de végétaliser son alimentation. Quand on cultive son potager, en fait c'est logique de se nourrir de ce qu'on cultive. Et puis on sait très bien que la végétalisation de son alimentation c'est hyper important quand on adopte une démarche écologique, que ce soit individuelle ou collective, puisque l'élevage intensif et la consommation de produits carnés aujourd'hui ça représente 14,5% des émissions de CO2. Donc en fait, moi dans ce livre, j'ai essayé de montrer que on pouvait se saisir du potager à échelle individuelle et collective pour se réapproprier l'émancipation individuelle et collective et en faire un objet politique qui n'est pas forcément visible aujourd'hui en fait. Parce que l'idée, c'est aussi de se poser la question, qu'est-ce qu'on peut faire à notre échelle? Et le potager, c'est pas forcément la réponse, mais c'est un début de réponse. Oui, tout à fait. Et du coup, la question que je me pose, c'est vous, est-ce que ça vous a changé? Est-ce qu'avoir un potager, politiquement, ça nous change? Est-ce que des questions nouvelles émergent quand on est dans son jardin et que notre rapport à l'écologie, peut-être, évolue? Alors déjà, pour moi, ça permet de se rendre compte de l'énergie et du temps et des ressources que ça demande de cultiver, donc que ce soit en eau, de prendre conscience aussi du changement climatique, puisque on voit notamment avec les vignes qui ont brûlé à cause du gel, etc. En fait, le dérèglement climatique a un impact direct sur nos cultures. Donc en fait, ça permet aussi de prendre conscience de tout ça et de la biodiversité qui nous entoure. Enfin, on est tributaire de la biodiversité quand on cultive, donc c'est hyper important de faire attention aux pollinisateurs, de faire revenir en fait la biodiversité dans son jardin pour qu'on puisse se nourrir tout simplement. Et du coup, quand on s'en rend compte à échelle individuelle, en fait, on s'en rend compte à échelle plus vaste, plus systémique. Et du coup, pour moi, c'est hyper important. C'est-à-dire qu'en cultivant, on se rend compte aussi de la réalité de notre environnement, de la perte des pollinisateurs, les difficultés aussi par rapport à l'eau. Totalement. D'ailleurs, là, avec les sécheresses, c'est pas trop compliqué. Ces dernières années, on voit de plus en plus les différents étés qui viennent. Il y a question de l'eau qui se pose de plus en plus. Totalement. Les nappes phréatiques sont de plus en plus asséchées, alors notamment aussi à cause du modèle agricole conventionnel. Donc l'eau est un très très grand enjeu pour l'agriculture et du coup pour notre nourriture. Donc c'est bien de cultiver aussi pour se rendre compte de tout ça, puisque sans eau et globalement sans terre et sans vie dans le sol et sans soleil, en fait, on n'arrive pas à cultiver. Donc moi, ce que je préconise aussi dans le livre, c'est de faire attention à sa consommation d'eau à échelle individuelle et aussi de tout faire pour récupérer les eaux de pluie de façon à cultiver
de manière la plus facile possible, entre guillemets, parce qu'être confronté à une sécheresse dans son potager, c'est toujours dévastateur. Et puis ça force à utiliser de l'eau potable, alors qu'en fait, on a de l'eau de pluie qui est potentiellement accessible assez facilement en faisant de la récupération. Et vous écrivez aussi que ça change notre rapport au temps et à la consommation. Oui. Parce que tout simplement, cultiver ces légumes, ça prend un temps fou. Ouais, c'est pas trop épuisant Ça dépend quel type de surface, quelle surface on a à cultiver. Alors moi, j'essaye d'y aller tranquille, de faire avec le temps et l'énergie que j'ai à ma disposition. Et puis en fonction du temps et de l'énergie que j'ai, j'agrandis ou pas l'espace et puis je cultive que ce que je peux cultiver, entre guillemets. Du coup, si ça demande du temps et de l'énergie, et c'est pour ça que j'essaye de donner des pistes pour cultiver au fur et à mesure en fonction des moyens qu'on a à sa disposition. Alors, la question un petit peu quand même derrière le sujet du potager, c'est aussi la question de la résilience. Il faut aller de plus en plus vers une société, vers des capacités de résilientes. Vous dites aujourd'hui, c'est un peu le message que vous prenez, quoi. C'est un peu ce que vous dites aujourd'hui, il faut qu'on se pose cette question, quoi, celle de la résilience. Oui, alors la résilience, c'est un mot qui est assez galvaudé aujourd'hui, parce qu'il est beaucoup réapproprié par le gouvernement, notamment avec la loi climat-résilience, qui n'a rien de résiliente. Mais du coup, oui, la résilience, pour moi, c'est vraiment notre capacité à absorber les chocs. Et puis les chocs, c'est les chocs économiques et sociaux, qui peuvent aussi nous priver de nourriture. Très rapidement, on l'a vu avec la crise du Covid, il y a eu des pénuries de matières premières comme avec la farine, etc. Donc c'est hyper important pour moi de saisir des moyens qu'on a à disposition pour cultiver au maximum et puis qu'on se rende compte que se nourrir, en fait, ça nécessite beaucoup de ressources. Et ça n'a rien à voir avec un repli sur soi ou ça n'a rien à voir, par exemple, avec, on parle du survivalisme, des choses comme ça. En fait, là, on est dans quelque chose qui est totalement différent, puisqu'on n'est pas dans une action forcément individuelle, on est dans quelque chose aussi que vous dites, le potager, ça peut aussi être quelque chose de collectif. On n'est pas dans une démarche individualiste, quoi. Alors, on peut l'être, mais moi, je pense que l'individualisme, c'est jamais une solution. Je pense que c'est mieux de privilégier l'entraide et la solidarité dans une démarche écologique. Vous avez dit tout à l'heure qu'il faut végétaliser notre environnement, notre mode de vie, notamment notre alimentation. Et ça, c'est important d'un point de vue écologique. Et il y a toute une réflexion dans ce livre, justement, là-dessus. Il y a même sur la question de l'alimentation, une réflexion sur la dimension coloniale même de notre alimentation. Vous parlez des produits importés, vous dites quand on mange du chocolat, des bananes, quand on consomme du sucre, quand on boit du café, du thé, etc. En fait, il faut aussi réfléchir à ce qu'on fait, peut-être remplacer le thé par des infusions de tilleul, etc. Là, notre consommation, elle a un impact. Par notre consommation, on façonne aussi d'autres territoires en les rendant dépendants de notre économie. Et ça, c'est aussi une réflexion que vous cherchez à avoir au quotidien quand vous êtes dans cette démarche dans votre jardin. Je pense que globalement, c'est hyper important de prendre conscience de l'impact de nos produits de consommation courante. Et on a tendance à ne pas se rendre compte en fait, de cet impact-là quand on achète des bananes ou du chocolat au supermarché. On ne se rend pas compte de l'impact que ça a sur les terres agricoles à l'autre bout du monde et puis que ça nécessite aussi un transport, des moyens de transport conséquents qui sont polluants. Ça nécessite des cargos ou des vols en avion, etc. Donc c'est hyper important de prendre ça en considération. Et puis la végétalisation, c'est aussi un moyen d'émancipation et puis de résilience alimentaire, puisqu'on peut se nourrir facilement de protéines végétales. On n'a plus aujourd'hui besoin de protéines forcément animales pour se nourrir, donc c'est hyper important de prendre ça en compte. Vous questionnez la notion de privilège dans l'écologie. Vous dites, par exemple, je reprends ce que vous écrivez, que notre alimentation, elle conditionne aussi notre domination sur d'autres populations, que c'est notre alimentation qui a transformé une partie du monde en plantation et notamment en monoculture. Est-ce que cette réflexion, elle est vraiment présente aujourd'hui dans le milieu écologiste que vous connaissez, que vous fréquentez, dans lequel vous militez ? Alors je ne pense pas qu'elle soit hyper présente. Ça évolue beaucoup sur la question. Après, je pense que la question des privilèges, ça dérange beaucoup de monde aussi parce que c'est jamais confortable de les remettre en question. Par contre, je pense qu'elle est vraiment primordiale dans l'écologie, savoir d'où on part et puis de quels privilèges on bénéficie. Typiquement, moi, je suis une femme blanche privilégiée, même si je suis une femme et que je subis des rapports de domination vis-à-vis des violences patriarcales notamment. Je pense que c'est hyper important de savoir d'où on part et puis d'écouter ceux qui souffrent ou qui sont les plus victimes des dominations comme le sexisme, le racisme, le validisme, les violences de genre, etc., de façon à se remettre à sa place et puis à partager au maximum ses privilèges de façon à être le plus inclusif et le plus juste et équitable possible vis-à-vis des autres.
tout simplement. Ça signifie que quand on consomme, en fait, il faut aussi qu'on soit capable de se poser la question de ce qu'on consomme et de se dire que, par exemple, je ne sais pas, on mange un avocat, cet avocat, peut-être qu'il a financé des cartels outre-Atlantique ou quand on mange du chocolat ou qu'on boit du café, qui a un impact et qu'en fait, c'est aussi le reflet de notre privilège ici. Oui, totalement. En fait, on est habitué à consommer au supermarché et à pas se rendre compte du tout des ressources que ça demande et puis comme je le disais tout à l'heure de l'impact écologique et social que ça peut avoir. Quand on mange des noix de cajou pour l'apéritif, on se rend pas compte qu'en fait à l'autre bout du monde il y a des femmes qui les épluchent et puis que ça leur acidifie les mains et que après elles ont des handicaps, par exemple. Quand on mange du chocolat, on ne se rend pas compte que ça profite à des pratiques néo-esclavagistes, qu'il y a des enfants qui travaillent pour extraire le cacao. Quand on mange des bananes, on ne se rend pas compte que ça profite aussi à une industrie néocoloniale qui a permis de polluer 97% des terres aux Antilles avec du chlordécone. Donc je pense que c'est hyper important de prendre conscience de tout ça et puis d'essayer à échelle individuelle de se détacher de tout ça au maximum. Même si on ne va pas s'auto-flageller dès qu'on mange un avocat ou un carré de chocolat, c'est pas l'idée. Mais juste de prendre conscience et puis d'essayer de faire au mieux avec cette prise de conscience-là, je pense que c'est déjà bien. Et du coup, ça veut dire aussi que cultiver, essayer de végétaliser son environnement, essayer d'être résilient, en fait, c'est justement essayer un petit peu de s'extirper de ça. Oui, totalement. En fait, ça permet déjà de s'extraire des rapports marchands, puisque cultiver sa nourriture soi-même, ça coûte beaucoup moins cher que de l'acheter toute faite de manière industrielle. Et puis, ça permet aussi de s'extraire d'éventuels rapports de domination, que ce soit l'exploitation animale ou le sexisme, quand ce sont des femmes qui cultivent le thé, ou même l'adultisme, ou quand c'est des enfants qui vont extraire le cacao. Cette résilience, elle passe aussi par tout ça. Vous dites qu'il ne faut pas non plus chercher à être parfait, c'est difficile de l'être. Ce n'est pas une écologie culpabilisatrice, quoi. On n'est pas là dans une démarche non plus qui vise à désigner des coupables parmi les gens qui ne sont pas parmi les plus riches, quoi, ou qui ne sont pas les responsables structurels, on va dire. Il s'agit juste de participer à un changement à notre échelle. Et vous commencez d'ailleurs le livre en disant que vous-même, vous n'êtes pas parfaite. Non, je ne le suis pas, et je crois que personne ne l'est. Après, j'ai pas toujours, comme je l'explique dans le livre, l'idée de mon livre, c'est aussi d'expliquer mon cheminement pour qu'éventuellement certaines personnes s'y retrouvent. Donc l'idée de mon livre, c'est de montrer qu'on peut se saisir, peu importe son cheminement écologique, qu'on peut se saisir de plein d'actions, que ce soit individuelles et collectives, de façon à intégrer le plus possible l'écologie dans son mode de vie. Le but, quand vous l'avez mis en tête, c'était de faire quoi? C'était un livre d'éducation, d'accompagner des personnes vers de semblables évolutions à la vôtre? Oui, potentiellement, de montrer que moi j'ai beaucoup évolué sur la question. Moi j'ai commencé par le zéro déchet, donc c'est ce qu'on appelle un peu le colibrisme entre guillemets. Donc c'est l'écologie des petits pas, etc. Donc qui est pas du tout qui est un peu déconnecté des réels enjeux écologiques et sociaux aujourd'hui. Donc moi, l'idée, c'était de montrer qu'à travers mon cheminement, il y avait plein d'actions possibles et que potentiellement, peut-être des gens pouvaient s'y retrouver et puis s'en inspirer. Et puis de proposer plein de pistes d'actions différentes à travers le potager, mais aussi à travers la végétalisation de son alimentation, à travers les cosmétiques maison éventuellement, si ça peut être utile à certains ou certaines. Essayer de prôner l'écologie individuelle sans y donner une portée révolutionnaire, mais en donnant aussi une vision plus systémique de tout ça et de montrer que la culpabilisation écologique, c'est un peu nécessaire malgré tout, puisqu'on est plus ou moins tous coupables et toutes coupables d'être individualistes, mais qu'en fait, en agissant collectivement, ça permet de sortir de la culpabilisation individuelle et puis de donner beaucoup plus d'impact politique à nos actions, en fait, tout simplement. Ouais, parce que d'ailleurs, sur la question du zéro déchet, au sujet des déchets, vous dites aujourd'hui qu'il faut relativiser un petit peu. Notamment, il y a une question aussi, vous, en tant que femme, il y a la question de la charge mentale, même que vous relevez quand vous parlez des déchets. Oui. Alors ça, c'est vraiment une question personnelle. Moi, je le ressens comme ça. Ça ne veut pas dire que toutes les personnes qui font toutes les femmes, parce que c'est principalement une question qui est appropriée par les femmes, le zéro déchet. Je trouve que le zéro déchet aujourd'hui, donc déjà, comme je le dis, c'est un peu déconnecté totalement de l'impact réel que les déchets ont à échelle individuelle sur l'écologie. Et puis surtout, ça enferme à nouveau les femmes chez elles à faire leur cosmétique maison, à vouloir devenir de parfaits individus, à vouloir réduire au maximum leurs déchets et à générer un bocal de déchets autant que possible par mois. Et du coup, pour moi, ça, c'est pas forcément une solution.
Aujourd'hui, moi, j'essaye de montrer aussi que l'écologie, ça rentre dans une démarche féministe et qu'il faut se réapproprier les lieux de lutte, qu'il faut se réapproprier l'espace public et qu'il faut, alors pas à tout prix, mais qu'il faut faire de son mieux et de son possible pour sortir de chez soi et puis aller à la rencontre de l'autre et puis essayer d'agir collectivement, quoi. Et d'ailleurs, vous êtes très critique aussi vis-à-vis de la fable du colibri. Oui, je pense qu'il faut être très critique justement parce qu'on oublie tout le temps que le colibri, à la fin, il s'épuise et il meurt. Je suis désolée de dire ça comme ça, mais c'est vraiment la fin de la fable. Et du coup, on oublie tout le temps, on a tendance à voir le colibri comme je sais pas, l'étendard de l'écologie individuelle. Il faut faire sa part et c'est hyper important. Et effectivement, c'est hyper important et c'est nécessaire, mais il ne faut pas s'arrêter là parce que déjà, l'individualisme, comme je disais, c'est jamais une solution. Et puis en plus, ça ne sert à rien de s'épuiser tout seul. En fait, ensemble, on va plus loin, on est plus fort et plus forte. Et puis, ça permet d'agir concrètement et politiquement à plein de niveaux différents. Ouais, parce que je le rappelle pour ceux qui nous regardent, mais le colibri, la fable du colibri, justement, c'est un colibri, un oiseau, quoi, qui veut éteindre un incendie, et puis il y va goutte à goutte, mais au final, l'incendie perdure et la forêt brûle. Totalement. Alors du coup, faut cultiver son jardin, son potager, mais pas n'importe comment, vous dites. Il faut bien choisir ses graines. C'est important parce qu'aujourd'hui, il y a la question des semences. Ça, c'est un véritable enjeu que vous relevez. Aujourd'hui, certaines graines sont en voie d'extinction. Et il y a un combat autour de la question des semences. Alors justement, peut-être que vous pouvez m'expliquer un petit peu, parce que là, vous avez apporté vous-même des graines et en fait, il faut bien les choisir, quoi. Oui, c'est important puisque aujourd'hui, dans les jardineries ou dans les magasins où on peut acheter des graines, généralement, ce sont des graines qui sont hybrides et F1 et en fait, elles ne sont pas reproductibles. Donc ça montre à quel point le capitalisme s'est emparé aussi de la question agricole et puis des semences. Donc l'idée, pour moi, c'était de montrer que en fait, les semences, c'est hyper important quand on se les réapproprie et qu'on les récupère d'une année sur l'autre. Quand nos cultures montent en graines, il suffit de les récupérer et puis de les ressemer l'année d'après. Parce que l'industrie des semences aujourd'hui, elle est dévastatrice. Déjà parce que les semences ne sont pas reproductibles. En fait, on nous fait croire aussi que les semences hybrides et F1, elles sont plus résistantes, alors qu'en fait, elles sont peut-être plus robustes d'entrée de gamme, d'entrée de jeu, mais en fait, elles vont nécessiter plus de ressources en eau, etc. Et en fait, elles ne sont pas forcément appropriées à notre sol, à notre climat, etc. Donc en fait, en cultivant avec ses propres semences, déjà en achetant des semences reproductibles et anciennes, en fait, on va les réacclimater à notre sol, à notre climat, etc. Et en fait, d'une année sur l'autre, elles vont être de plus en plus résistantes, etc. Et en fait, on va pouvoir potentiellement jardiner gratuitement et cultiver sa nourriture gratuitement sans plus jamais acheter de graines. Donc c'est à la fois hyper résilient et hyper intéressant économiquement, quoi. Parce que c'est un véritable enjeu, hein, ça quand même. C'est difficile aujourd'hui de trouver des graines qui ne sont pas F1 ? Alors pas forcément. Dans les jardineries, par exemple, il y a les graines de la ferme de Sainte-Marthe qui existent, qui sont trouvables assez facilement. Mais il existe des semenciers à échelle locale et potentiellement, c'est ces semences qui vont être les plus adaptées à votre sol et à votre climat, et qui vont être les plus résilientes et les plus robustes par rapport aux cultures que vous voudrez faire développer chez vous. Et du coup, c'est possible de nous montrer. Donc ça, ces graines, c'est les graines qui viennent de... C'est des graines qui viennent de chez Biogerm. Okay. Donc c'est un semencier non hybride F1. Donc c'est des graines de bourrache, qui est une super fleur hyper jolie et mellifère et on peut tout manger dessus, donc c'est hyper cool. Et puis là, du coup, j'ai ramené, alors je peux vous montrer, ça c'est des petites graines de coriandre que j'ai récupéré sur mes plants l'année dernière. Donc après, en fait, il suffit de gratter quand ça monte en graines. Après la floraison, on récupère les graines, on les laisse sécher et puis on peut les réutiliser l'année d'après. Et là, c'est pareil, c'est des graines de haricots. Alors il y a haricots aram et puis haricots nains. Et c'est pareil, en fait, il suffit de récupérer, de garder quelques haricots qui vont sécher quand ils sont encore sur pied. On récupère les graines, on les laisse sécher, on pourrait les réutiliser l'année d'après. Et malheureusement, c'est une pratique qui est trop méconnue à mon sens et qui pourtant permet de jardiner gratuitement et puis de bénéficier de graines qui sont hyper résilientes et ancrées dans le territoire et dans le terroir du sol, quoi, et nos écosystèmes globalement. Mais ça, c'est le mieux d'avoir ses propres graines. Vous en avez beaucoup, vous arrivez à... Alors, je ne les ai pas pour toutes, et puis ça demande quand même pas mal de temps et d'énergie pour le faire. Donc, moi, j'essaye de le faire dès que je le peux, mais c'est l'idéal, ouais.
Et du coup, ça se passe comment? Vous avez laissé une partie de votre jardin, de votre potager dédié à... Enfin, je veux dire, comment ça marche? C'est une bonne question. En fait, on peut faire ce qu'on appelle des porte-graines. Donc, on va laisser des plants monter, tout simplement, au milieu de nos cultures classiques. Si j'ai un espace qui est consacré à la culture de haricots à rames, par exemple, je vais laisser juste quelques haricots monter et se sécher un petit peu. Et puis, je vais récupérer les graines, tout simplement. Pareil pour la coriandre. En fait, si on n'a pas tout utilisé, on va laisser quelques pieds monter en graines. On récupère les graines. Et en fait, c'est aussi simple que ça. Ça, c'est incroyable quand même, c'est quand même révélateur de quelque chose aussi que aujourd'hui, quand on va dans une boutique de jardinage, il y a ces graines F1 et que finalement, voilà, je pense que la plupart des gens ne sont pas au courant de quoi il s'agit et qu'on puisse se retrouver avec des graines qui sont pas reproductibles. Et ça je veux dire, c'est quand même révélateur de notre façon de façonner le monde, de notre façon de voir aussi le jardin à travers un prisme marchand. Oui, totalement. C'est vraiment que le capitalisme a récupéré aussi les questions agricoles. Après, faut juste être vigilant, en fait. Enfin, moi aussi, j'achète des plants F1 quand j'ai pas forcément l'opportunité ou le temps et l'énergie de cultiver mes propres plants, parce que j'en cultive déjà beaucoup et des fois, ça fonctionne pas. Enfin, voilà, en fonction du climat, en fonction de plein de choses. Il faut être vigilant à acheter le moins de graines F1, mais aussi les plants. Généralement, en jardinerie, c'est indiqué F1 sur les étiquettes de plants. Donc, il faut être vigilant à ça. Après, encore une fois, faut pas s'auto-flageller ou culpabiliser d'acheter des plants F1. C'est pas grave. Le principal pour moi, c'est de cultiver et puis d'essayer de sortir de ces rapports marchands et puis destructeurs d'une manière générale, à petite ou grande échelle, quoi. Ouais, parce que cette baisse, parce qu'on peut dire qu'il y a une baisse de la diversité donc de semences, ça participe aussi à l'effondrement en fait, de la biodiversité. Oui. Ouais. Votre livre, c'est un peu aussi une réflexion, une prise de conscience sur l'évolution d'un mode de vie bourgeois vers un mode de vie plus sobre, conscient et engagé. Et ça, c'est une démarche qui était très importante pour vous, parce que vous m'avez dit tout à l'heure que vous racontiez aussi un petit peu votre cheminement. Et ça, c'est quand même le sujet aussi, c'est que c'est pas tout le monde qui peut non plus... je veux dire, beaucoup de gens sont conscients de ce qui se passe, mais peu sont capables de faire ce que vous faites. Ah oui, totalement. Enfin, moi, j'ai bien conscience des privilèges que j'ai. Déjà, avoir un jardin et un espace cultivable, c'est pas donné à tout le monde, notamment, je pense aux personnes qui habitent en milieu urbain. Enfin, voilà, même s'il y a les jardins partagés, etc. Enfin, aujourd'hui, comme vous le disiez tout à l'heure en introduction, ils sont victimes de la bétonisation, donc c'est pas donné à tout le monde de cultiver ou d'avoir le privilège parce que ça demande quand même de l'espace mental suffisant, du temps et de l'énergie. Par contre, je suis persuadée que si chacun et chacune essaye de cultiver un tout petit peu ou essaye de prendre en compte les aspects politiques et écologiques du potager, en fait, je pense qu'on ira vers un monde meilleur. C'est dit de manière très naïve, mais je suis vraiment convaincue par ça, quoi. Alors politique, justement, donc vous dites libertaire. Oui. Vous parlez d'écologie libertaire. Oui. Qu'est-ce que c'est que l'écologie libertaire? C'est une bonne question. C'est une écologie libertaire, donc. En tout cas, c'est l'écologie qui est la mienne. Après, peut-être que tout le monde ne s'y retrouvera pas. Alors, libertaire, si je peux donner une définition qui est la mienne, c'est un mot plutôt doux pour dire anarchiste. Je sais que le mot anarchiste peut faire peur à beaucoup de gens. Libertaire, ça s'inscrit dans l'anarchisme, en fait, qui est une vision du monde qui prône la liberté de tous et de toutes, tout en prenant la responsabilité individuelle et collective de chacun et chacune. Donc, je m'y retrouve vraiment et c'est devenu, depuis que j'ai découvert cette philosophie politique, c'est devenu ma boussole. Et pour moi, l'écologie libertaire, c'est réfléchir à tous les rapports de domination qui nécrosent en fait notre société. Donc, comme je disais tout à l'heure, ça va être le sexisme, le validisme, le racisme, le rapport avec l'exploitation animale, etc. Et du coup, pour moi, l'écologie, ça peut s'inscrire que dans une démarche libertaire et anarchiste qui lutte contre tous ces rapports de domination de façon à tendre vers un monde qui soit plus juste et équitable et digne pour tout le monde. C'est une écologie anticapitaliste. D'ailleurs, vous venez de me dire, là, vous liez un petit peu toutes ces luttes féministes, libertaires, écolo, etc. D'ailleurs, vous citez aussi même des figures différentes comme Louise Michel, Angela Davis, etc. Vous liez les combats féministes, tous ces combats, vous les liez, quoi. J'essaye de faire au mieux, parce que c'est l'écologie, encore une fois, qui est la mienne, qui me semble la plus pertinente en fait aujourd'hui. Donc j'ai essayé de mettre en avant des figures littéraires ou militantes qui m'ont inspirée à travers mon cheminement et de mettre des citations plus ou moins fortes pour donner une dimension politique à l'écologie et au potager.
d'une manière générale. C'est grâce à l'écologie libertaire que vous avez pu passer d'une écologie individuelle, dépolitisée, un peu colibriste, à un engagement collectif? Alors je ne sais pas si c'est grâce à l'écologie libertaire parce que mon cheminement il est long et je chemine toujours. Ça fait 7-8 ans que j'ai commencé à m'engager à échelle individuelle et à échelle collective. J'ai commencé par le féminisme il y a 2 ou 3 ans. Et du coup, vraiment à prendre conscience que l'écologie libertaire était ma boussole, ça doit faire un peu plus d'1 an aujourd'hui. Donc le cheminement est hyper long, donc c'est aussi ce que j'essaye de montrer dans le livre. Alors, justement, cet esprit libertaire, peut-être aussi cet esprit de la révolution du potager, vous le retrouvez aussi dans les ZAD. Peut-être aussi, on peut parler du carnet, parce que vous avez fait partie du collectif du carnet, qui est justement le carnet, vous pouvez m'expliquer peut-être un peu ce que c'est. Donc c'est un lieu en lutte où il y a eu une ZAD qui a été expulsée il y a quelques temps, et où le combat il continue. Ouais. Alors déjà, pour faire un petit topo, moi je fais toujours partie du collectif Stop Carnet. Et la ZAD du Carnet, c'est une entité autonome et différente que le collectif, même si on est profondément solidaire parce que c'est la même lutte. Après, sur le projet du Carnet, c'est un projet de zone industrielle qui s'étendrait sur 110 hectares de zones naturelles, dont 51 hectares de zones humides en bord de Loire. Et en fait, ça s'intègre dans les 78 projets clés en main proposés par Macron aux industriels français et internationaux pour réindustrialiser la France. Donc nous, on se bat contre ce projet qui artificialise les sols, qui détruit la biodiversité et qui n'a aucun sens dans le contexte écologique qui est le nôtre aujourd'hui. Enfin, voilà, il y a plein d'aberrations sur ce projet. La zone naturelle du Carnet, elle comporte 116 espèces protégées. Le projet de zone industrielle, il nécessiterait notamment 550 000 m3 de remblai pour le surélever de 50 cm aujourd'hui parce qu'il est en zone inondable, sachant que il y a la moitié de ce remblai qui nécessiterait de draguer la Loire, en fait, de prendre des sédiments de la Loire pour surélever le site industriel. Donc en fait, c'est vraiment une écologie qui est hyper anthropocentrée, qui fait prôner les énergies renouvelables et les écotechnologies sur nos écosystèmes et notre milieu vivant, en fait, et ça n'a aucun sens aujourd'hui. Parce qu'on sait exactement ce qu'ils veulent faire. En fait, il n'y a pas d'investisseurs pour le moment, mais c'est une zone écotechnologique, ce qui veut absolument tout et rien dire. Et on n'a pas connaissance exacte de ce qui serait produit sur cette zone. Le grand port maritime dans le Saint-Nazaire reste très flou à ce niveau-là. Et puis en fait, le projet existe depuis 10 ans et il n'y a toujours aucun investisseur qui s'est positionné sur le projet, aucune entreprise qui veut s'implanter sur la potentielle zone industrielle du Carnet. Du coup, ça montre qu'en fait, on artificialise des zones naturelles et des zones humides sans avoir aucune entreprise qui veut s'implanter dessus. Et en fait, c'est des coquilles vides, quoi. Donc on artificialise des sols et après, on réfléchit à ce qu'on y met. Donc ça n'a aucun sens, surtout que l'estuaire de la Loire, dans lequel s'inscrit la zone industrielle du Carnet, est largement artificialisé. Donc on n'a pas besoin d'artificialisation en plus, parce que ça pollue énormément l'estuaire. Ça a des conséquences sociales dévastatrices, puisqu'on a plus de 30% de taux de cancer que la moyenne nationale dans le bassin nazarien. Donc c'est hyper important de prendre conscience de tout ça. Et puis c'est surtout en plus qu'il existe plein de friches industrielles déjà artificialisées dans l'estuaire. Et peut-être que la priorité, en fait, ce serait d'aller sur ces sites-là plutôt que d'artificialiser de nouvelles zones naturelles et de détruire des espèces protégées avec tout ce que ça comporte, quoi. Et en plus dans un contexte très tendu avec une forte répression. Oui, la lutte du Carnet est vraiment un terrain, on a l'impression que c'est un terrain d'expérimentation du dispositif répressif policier aujourd'hui et qui s'exprime de manière très forte envers les militants militants et militantes écologistes, alors qu'en fait le militantisme écologique n'a jamais été autant nécessaire vu l'urgence à laquelle on est confronté aujourd'hui. Mais justement, nous, on était venus en reportage en 2020, au début de la ZAD, je crois que c'était en septembre ou octobre, et on avait constaté déjà à l'époque une forte présence policière, quoi, notamment de la gendarmerie. C'est vrai que c'est un truc qu'on avait noté. Mais justement, on peut parler de cette répression. Ici, nous en tout cas, à Paris, de façon générale. Vous avez l'impression aussi que loin de Paris, peut-être là où vous êtes, ça intéresse moins, on peut réprimer plus facilement. Ça n'intéresse personne, notamment ce qui se passe en Bretagne, parce qu'il y a un contexte très tendu quand même chez vous. Il y a ce qui se passe au Carnet, mais il se passe aussi des choses incroyables, pas très loin non plus du Carnet. Il y a beaucoup de choses qui sont assez étonnantes. Oui, alors déjà en Bretagne,
Il y a une lutte contre l'agro-industrie qui est très très réprimée et très surveillée par la police, notamment avec les cellules Déméter, qui a été créée sur la demande de la FNSEA, donc qui est le syndicat agricole majoritaire. Donc en fait, ça annihile, ils tentent d'intimider toutes les personnes qui lutteraient contre le modèle agro-industriel qui génère les algues vertes, qui prône les élevages intensifs, qui eux-mêmes génèrent les algues vertes. Donc ouais, on est dans un contexte très répressif. Après, au Carnet, je pense que ça s'inscrit dans un contexte répressif, notamment dans le pays de Ré, qui est très très important. Il y a eu aussi une lutte contre un surf park artificiel qui était un projet de surf park donc artificiel à 10 km de la mer, donc ça n'a absolument aucun sens. Donc les militants et militantes ont été aussi fortement réprimés. Donc oui, on est vraiment dans une zone militante très surveillée et très réprimée d'une manière générale. Et après, pour répondre à votre question sur le manque de visibilité des luttes à échelle nationale ou vis-à-vis de Paris, je pense que c'est parce que tout simplement, il y a beaucoup de médias qui sont centralisés à Paris et qui ne s'emparent pas forcément des luttes rurales. Et puis après, globalement, j'ai l'impression que les luttes rurales n'intéressent pas grand monde. Donc on a l'impression que les luttes rurales n'existent pas ou que ça compte pas, alors qu'en fait, lutter contre l'artificialisation des sols ou lutter contre le modèle agro-industriel, ça concerne tout le monde, évidemment. Bon, vous êtes une militante écologiste, libertaire, vous subissez la répression, mais quand même, vous avez beaucoup d'espoir. Vous dites que vous avez quand même beaucoup d'espoir. Ce livre, c'est aussi un livre d'espoir. Et le mot de la fin, justement, là-dessus, votre lutte, justement, c'est des luttes d'espoir, quoi. Vous prenez quand même des choses, un avenir différent, un avenir meilleur. Mais vous dites aussi l'écologie, elle doit inclure différentes questions, et notamment, elle doit inclure la lutte des classes. Oui. Une écologie sans lutte des classes, c'est pas de l'écologie en fait, ça va être de l'écologie bourgeoise entre guillemets, et ça va favoriser le repli sur soi, l'autonomie individuelle, alors qu'en fait ce qu'il faut prôner c'est l'autonomie collective, que ce soit à échelle agricole mais à échelle politique. Donc c'est hyper important de prendre conscience de tout ça. Après sur votre réflexion sur l'espoir, alors moi j'ai de l'espoir quand je suis entourée de mon cercle militant parce que je me sens en raccord et en phase et en cohérence et je pense que c'est hyper important. Après, moi, je ne suis pas forcément très optimiste par rapport au combat écologiste parce que effectivement toutes les luttes sont réprimées de manière très très sévère et il y a des personnes qui sont en prison pour avoir lutté ou même qui sont mortes, notamment Rémi Fraisse par exemple. Du coup je suis pas forcément très optimiste par rapport à ça. Moi je me considère plus, comme j'explique dans le livre, du pessimisme combatif. Donc je me dis que même en étant pessimiste en fait on n'a pas il faut pas éviter de se replier sur soi et il faut favoriser l'entraide et la solidarité. Et puis surtout, combattre ensemble tout ce qui détruit nos écosystèmes et ce qui détruit les humains et humaines et puis les non-humains, quoi. Mais votre conclusion, c'est quand même un appel à ne pas baisser les bras, quoi, oui, à continuer, à rejoindre des luttes, collectifs, à s'organiser. C'est un appel à la lutte, quoi, à la mobilisation. Totalement. Et puis il y a toujours des degrés en moins à gagner au niveau du réchauffement climatique. Il y a toujours des espèces à sauver, des humains et des humaines à aider, ou à sortir de la précarité, à sortir du racisme, du sexisme. Il y a toujours des luttes victorieuses à mener. Et puis moi, à l'échelle individuelle et collective, par exemple, au sein de Stop Carnet, on voit qu'en un an, on a et grâce aussi à la ZAD du Carnet, qui a su occuper le lieu et lui donner un impact médiatique considérable. En fait, on voit que ce qu'on fait à échelle collective, ça peut avoir un gros impact politique et puis bénéficier de soupapes, en fait, que ce soit militante, gagner des espaces de liberté et puis surtout donner un éclairage médiatique à des luttes qui sont hyper importantes, quoi. Merci Béné. Merci à vous. Alors je le rappelle, vous avez écrit La révolution du potager, un livre que je recommande vivement à celles et ceux qui s'intéressent à l'écologie, à la lutte des classes et au potager. Je le rappelle aussi pour ceux qui nous regardent mais qui préfèrent nous écouter, ces entretiens vous pouvez les retrouver en podcast, donc sur toutes les plateformes d'écoute. Merci encore Béné. Merci Rémi Kenzo.